Depuis 30 ans maintenant, elle observe, elle analyse le monde qui est le nôtre et ses évolutions. D'abord en tant que géopolitologue, elle a créé d'ailleurs l'EPAC, le laboratoire indépendant de géopolitique et de prospective, qui a alimenté d'ailleurs le programme Les Dessous des cartes sur Arte, dont vous êtes peut-être des fidèles. Et puis sa lecture du monde d'hier de Stefan Zweig, combinée à la naissance de son premier enfant, l'ont finalement incité à préparer son enfant finalement au futur qui allait être le sien, celui dans lequel il allait évoluer. Et elle s'est donc plutôt dirigée maintenant sur le prospectivisme, mais pas évidemment en prétendant apporter des réponses définitives, pas du tout, c'est pas son genre, vous allez voir, plutôt en identifiant plutôt ces signaux faibles qu'on ne parvient pas toujours à écouter, à entendre, mais qu'il faut pourtant savoir discerner avant d'apporter des réponses totalement définitives et de se lancer vers une trajectoire vers le futur. Justement, alors que le Covid a véritablement fait basculer notre société vers une civilisation numérique, que peut-on apprendre de cette période pour construire le futur? Quels enjeux et quelles questions doit-on résoudre avant de faire des choix justement définitifs? Eh bien, elle va nous éclairer dans un instant. Virginie Resson-Victor, bonjour. Vous êtes avec nous? Bonjour. Ah, formidable, ça marche très très bien. Il n'y a même pas de décalage en plus, tout va bien. J'ai bien résumé votre parcours, Virginie, ça vous convient? Alors, pour vous dire la vérité, je me suis connectée juste au moment où vous avez parlé, donc je n'ai pas tout à fait entendu. Les miracles de la technique, les miracles de la technique. Je rappelais effectivement que c'était la naissance de votre premier enfant et surtout la lecture de Stefan Zweig du Monde d'hier qui vous avait incité à vous lancer dans la prospective et qu'effectivement vous étiez quelqu'un qui était plutôt à l'écoute des signaux faibles et non pas à vouloir donner des réponses définitives avant de se lancer dans des trajectoires définitives. Vous allez nous donner justement maintenant peut-être les conseils, en tout cas les solutions, les enjeux, les questions en tout cas qu'on doit se poser avant de prendre des décisions tranchées et définitives pour préparer ce futur qui est le nôtre. Je vous laisse la parole pendant 45 minutes, Virginie Resson-Victor. Merci à vous. Je vous remercie de cette présentation très fidèle. Effectivement, j'ai 3 enfants et comme pareil, des jeunes enfants qui sont donc âgés de 8, 9 et 13 ans. Et comme je suis historienne de formation, j'essaie souvent de me projeter dans quelques décennies pour porter un regard distancié sur le présent et sur les choix que nous devons faire. Et souvent, je me demande aussi ce que nos livres d'histoire, nos futurs livres d'histoire, ou plutôt les livres d'histoire dans le futur, raconteront de la période que nous vivons aujourd'hui. Et je me suis dit qu'à propos de l'année 2020, par exemple, on en retiendra sans doute qu'elle marque le basculement définitif, le basculement total de notre civilisation vers le numérique. Basculement total puisque désormais donc, le numérique s'est emparé de l'économie mondiale, des questions de sécurité, de l'enseignement, de la culture, ce qu'on a vu pendant le confinement, mais aussi des sphères les plus intimes de notre existence, là aussi quelque chose qui s'est beaucoup développé pendant la période du confinement. Basculement définitif, total, mais également très rapide, puisque finalement, quand on y réfléchit, il aura fallu seulement à peu près 20 ans pour passer d'une civilisation à l'autre. Et plus impressionnant encore, il leur a fallu de quelques semaines à peine pour changer un grand nombre de nos pratiques sociales et de nos pratiques professionnelles. Et en pensant à ça, je me disais que c'était quand même un sacré pied de nez, un double pied de nez même. D'abord un pied de nez aux prospectivistes, dont je fais partie, et qui n'avaient absolument pas imaginé que nos sociétés acceptent ainsi de se dématérialiser à la faveur d'une pénurie mondiale de gel et de masques, puisque c'est quand même ça le début de l'histoire. Et puis, pied de nez moins anecdotique, pied de nez aussi à tous ceux qui, pour ne pas engager de réforme ou pour ne pas accélérer la transition énergétique ou environnementale, invoquent souvent, volontiers, la résistance au changement. C'est une expression qu'on entend beaucoup depuis quelques années. Eh bien, ce qui est impressionnant, c'est que là, il n'y a pas eu de résistance au changement. Au contraire, il n'y a pas eu de résistance à la numérisation de nos existences. Au contraire, on a senti avec le confinement un véritable assentiment, un consentement général qui était assez difficile à prévoir. À partir de là et de ces 2 premiers constats, je vais donc tenter d'esquisser un bilan qui ne sera pas exhaustif de ce que ce basculement indique pour le futur, pour nos enfants, et puis ce qu'il amène comme question, ce qu'il soulève comme enjeu et comme arbitrage qu'il va donc falloir que nous fassions. Alors, première indication, en quelques semaines à peine, nous avons donc gagné un nouvel espace de vie. Un espace qui d'ailleurs a déjà son nom, c'est le distanciel.
Jusqu'à présent, je vous rappelle, le numérique, finalement, ça consistait à opposer le monde virtuel et le monde réel. Et bien maintenant, nous avons un nouvel espace, un espace de vie, un espace de notre vie dématérialisé et qui va se dérouler, et qui se déroule d'ailleurs, sur toutes sortes d'interfaces où on peut prendre un apéritif avec ses amis, on peut visiter une exposition, assister à une conférence, consulter un médecin, faire ses courses, suivre un entraînement sportif, on peut même chanter en chorale, on a vu ça aussi pendant le confinement. Et donc, désormais, on peut parler non pas de deux réalités, mais de trois réalités, trois sortes de réalités. La réalité virtuelle, la réalité présentielle et la réalité distancielle. Ce qui veut dire aussi qu'il va donc falloir inventer de nouveaux codes, de nouveaux types de médiation, de nouvelles pratiques, et puis aussi de nouveaux chapitres du droit, parce que bien sûr, il va falloir définir les responsabilités, réguler la circulation et les pratiques sur ces nouveaux espaces de vie, certes dématérialisés, mais qui sont bien réels et qui engagent donc de vraies responsabilités. Et puis, en même temps que ces nouveaux codes et ces nouveaux chapitres du droit, ce sont aussi des nouveaux marchés qui voient le jour. Je vais prendre l'exemple des usages professionnels. Il est quand même très frappant de constater que certaines pratiques qui se sont développées pendant le confinement, comme le télétravail ou les réunions en visio, comme on dit, eh bien, ces pratiques persistent aujourd'hui au point même qu'elles continuent d'avoir un impact sur la fréquentation des hôtels d'affaires, la fréquentation des lignes aériennes et des TGV, dont on voit bien que le monde professionnel n'y est pas retourné en quelque sorte. De la même façon, il n'est pas du tout certain, je n'en sais rien, mais il n'est pas certain qu'on aurait pu, avec la même facilité, convertir l'événement Niort numérique en live session. Or, aujourd'hui, personne ne se pose de questions, ça tombe sous le sens. Eh bien, porté par ces deux exemples et cette double tendance qu'on voit apparaître, on se dit bien, on comprend bien que de nouveaux outils restent à inventer, d'abord pour améliorer l'ergonomie et la sécurité de ces nouvelles pratiques, et ce, qu'il s'agisse d'événementiel, de collaboration à distance, ou même de démocratie en ligne avec l'avènement du vote à distance et des assemblées générales à distance, y compris et jusque même au Conseil des ministres ou aux réunions au sommet international. Des développements possibles, nombreux donc, et dont on pourrait espérer évidemment que, pour la suite de l'histoire en tout cas, qu'ils contribuent à réduire certaines fractures du monde d'avant. Je pense par exemple à la fracture géographique, par exemple en permettant aux personnes isolées de consulter un gastro-entérologue ou un avocat, et ce sans avoir à se déplacer jusqu'à la ville la plus proche. Et puis je pense aussi à la fracture socio-économique, par exemple en facilitant l'accès gratuit aux apprentissages ou à la culture. Eh bien, en réalité, quand on fait le bilan de ces quelques mois, c'est évidemment beaucoup moins simple que ça. D'abord, s'agissant de la fracture géographique, entre les territoires en particulier, eh bien, en réalité, elle n'a pas diminué pendant le confinement. Au contraire, puisque pour consulter un médecin en visio, il faut disposer d'un accès au haut débit numérique. Or, si on regarde l'étude menée par l'UFC en 2019, on voit que 10% de la population française n'ont toujours pas accès à un réseau de qualité minimale pour utiliser Internet et en particulier en visio, et que seulement 19% des Français bénéficient d'un haut débit dit de qualité, ce qui veut dire à peu près près de 13 millions de personnes, ce qui est quand même une minorité évidemment de la population française. Des chiffres qui, soit dit en passant, laissent assez songeurs si on les rapporte à l'objectif du gouvernement, qui, je vous rappelle, est de dématérialiser l'ensemble des services publics d'ici à 2022. Et qui laisse songeur, pas seulement d'ailleurs pour la question de l'accès au réseau, de la qualité du réseau, puisque avant même que le réseau devienne un problème, il faut déjà disposer d'un outil pour y accéder, smartphone, un ordinateur, et surtout, il faut savoir s'en servir. Or, là encore, plusieurs études menées dans le monde ont montré que la fracture numérique n'oppose pas tant les personnes qui ont un ordinateur et celles qui n'en ont pas, mais bien davantage celles qui en maîtrisent le fonctionnement et les autres. Aux États-Unis, par exemple, on s'est aperçu qu'à taux d'équipement équivalent, eh bien, les savoir-faire sont systématiquement inférieurs chez les catégories populaires et au sein des minorités hispaniques ou afro-américaines.
Même chose en France d'ailleurs, puisqu'on estime que 15% des personnes âgées de 15 ans et plus n'ont pas utilisé Internet en 2019. 15%. On calcule aussi que l'illettrisme numérique touche aujourd'hui à peu près un adulte sur 5. Et quand on les interroge, d'ailleurs, les Français, quand on interroge les Français, 38% disent qu'il manque d'au moins une compétence informatique de base pour être à l'aise dans l'utilisation de ces ressources en ligne. Alors évidemment, dans certains cas, il peut s'agir d'une question d'âge, on y pense automatiquement, on pourrait évoquer une fracture générationnelle. En réalité, c'est pas si générationnel que ça, puisque d'autres recherches indiquent que 20% des Français âgés de 15 à 29 ans, donc jeunes, souffrent d'une incapacité numérique. Autrement dit, la même proportion qu'au sein de la population adulte. Et puis, même quand ils appartiennent à la génération des petites poussettes, vous savez, comme les appelait Michel Serres, même quand ils ont acquis dès leur plus jeune âge ces compétences nouvelles, eh bien, on voit avec aujourd'hui un certain nombre de dérives, de risques, de pathologies même, que en fait, les jeunes manquent très souvent de ce qu'on appelle la digital wisdom en anglais, c'est-à-dire la sagesse digitale. C'est pas, la traduction n'est pas très explicite, mais elle porte, enfin, la sagesse digitale, si vous voulez, c'est un mélange de formation, de capacité au recul et d'esprit critique. Autrement dit, 3 qualités qui sont évidemment indispensable aujourd'hui dans la mesure où les réseaux sociaux sont devenus le premier lieu d'information des jeunes et dans la mesure aussi où, on en entend beaucoup parler, les fake news sont de plus en plus difficiles à déceler, à repérer, dans la mesure enfin où les algorithmes des moteurs de recherche enferment les internautes que nous sommes dans ce qu'on appelle une bulle de filtre, pour reprendre l'expression d'Elie Pariser, une bulle de filtre qui, par exemple, va favoriser en ce moment le développement de la notion de complot, enfin du complotisme. Et là, évidemment, l'enjeu est considérable puisque, ni plus ni moins, il s'agit quand même du fonctionnement de nos démocraties. Alors, bien sûr, face à la prolifération de ces fausses informations, on dispose désormais d'un nouvel arsenal juridique qui a été mis en place ces dernières années pour tenter de limiter le problème. En France, par exemple, on a une loi qui date de 2018 et qui permet de condamner la publication délibérée dans les 3 mois qui précèdent des élections, publication d'allégations ou d'imputations inexactes ou trompeuses et qui seraient susceptibles d'altérer la sincérité d'un scrutin, je cite. Mais d'une part, il faut savoir qu'il s'agit là ni plus ni moins que de la reprise d'une loi qui date de 1881, donc rien de vraiment nouveau. Et ensuite, pour faire appliquer une telle loi, il faut avoir conscience qu'il faudrait que les tribunaux soient eux-mêmes en capacité d'apprécier la véracité de toutes les informations publiées. Évidemment, c'est tout à fait impossible. Et des acteurs médiatiques peu scrupuleux ou mal intentionnés le savent bien d'ailleurs. Et là, évidemment, je pense à certains médias proches de l'extrême droite, à des médias de type confessionnel, des médias financés par l'étranger ou des médias étrangers, russes et chinois en particulier, mais on trouve aussi médias vénézuéliens, médias turcs, etc., qui profitent donc de cette difficulté à maîtriser la publication de fake news. Deuxième option face à ce risque-là à la diffusion de fausses informations, c'est la censure officielle, bien sûr, à la chinoise, qui consiste notamment à développer des systèmes étanches de pare-feu, d'interdiction. Mais le problème, évidemment, c'est que c'est un système qui est tout de même peu compatible avec nos pratiques démocratiques européennes. Troisième option, la labellisation de l'information par des acteurs officiels. C'est par exemple ce qui s'est passé avec le Covid, avec la mise en ligne au printemps de Desinfox Covid, c'est-à-dire une page gouvernementale qui recense les sources fiables et qui visait donc à promouvoir la diffusion d'informations vérifiées. Une initiative qu'il faut évidemment inscrire dans le contexte sanitaire particulier de la surenchère des chiffres et la surenchère médiatique globale du printemps dernier, mais qui crée quand même un précédent et qui, à ce titre, et sans réelle surprise, a rapidement été dénoncé par le syndicat des journalistes au nom de l'indépendance de la presse. Autre forme de validation de l'information, c'est le développement des sites de ce qu'on appelle le fact-checking, la vérification des faits, des sites qui ont été développés par les grands médias, les grands journaux,
sous couvert d'une quête de vérité, mais qui, du coup, se lance aussi parfois dans une véritable chasse aux sorcières afin d'affaiblir les nouveaux acteurs du numérique que sont les réseaux sociaux, mais aussi les blogs, en tout cas les blogs que ces médias n'abritent pas, et puis les sites alternatifs d'information. Donc là encore, une solution pas réellement satisfaisante, même si elle est souvent utile. Quatrième option, la censure, mais cette fois par les acteurs eux-mêmes. Censure des mœurs, comme Facebook, par exemple, où les photos de nus sont proscrites. Censure politique, comme sur Twitter récemment, qui, vous vous rappelez, a retiré de son réseau un certain nombre de messages qui avaient été publiés par Donald Trump au motif qu'elles étaient fausses et qu'elles étaient haineuses. Et si on est évidemment plutôt tenté de se réjouir de cette mesure de Twitter, de cette décision de Twitter, en réalité, elle est extrêmement préoccupante, puisque en l'absence de loi, elle est parfaitement arbitraire, et donc elle vient encore accroître le pouvoir et l'influence des plateformes américaines sur l'ensemble des informations mondiales. Et à ce propos, on peut se souvenir aussi, par exemple, du rôle joué par les réseaux sociaux dans l'élection de Bolsonaro au Brésil. Reste alors une cinquième option qui nous ramène cette fois à ce que j'évoquais tout à l'heure, la sagesse numérique. Et cette option, c'est évidemment la pédagogie, l'adaptation des enseignements à ce nouveau contexte numérique et à la dématérialisation de l'histoire et du monde et de nos existences. Et quand on y réfléchit, après tout, on apprend bien aux lycéens à décrypter les systèmes de pensée en cours de philo. On pourrait donc leur proposer de suivre aussi des cours de culture numérique et pour décrypter les systèmes de pensée numérique. De la même façon, on apprend en français aux élèves à structurer leurs idées pour mieux les exprimer. Eh bien, il faudrait sans doute développer aujourd'hui un enseignement du récit numérique pour ajuster donc les savoirs des élèves aux supports qu'ils utilisent le plus souvent et qui sont consultés le plus souvent pour échanger de l'information. Je pense évidemment à YouTube, aux réseaux sociaux, mais même aux textos. Donc, si je résume, il ne suffira pas de dématérialiser tous les services publics et d'offrir une tablette à tous les élèves pour réussir la transition numérique. Ça ne suffira pas non plus pour désenclaver les territoires et ça ne suffira pas non plus pour réduire la fracture sociale. Ce qui veut dire aussi qu'en plus d'un investissement dans les infrastructures, en particulier sur les territoires les moins équipés, il faudra à minima et en même temps mener certaines politiques publiques d'accompagnement et en particulier ajuster l'école et sa mission à la nouvelle donne numérique mondiale dans laquelle nos enfants grandissent et qui reconfigure ensemble leur intelligence, leur forme d'intelligence, mais aussi l'intelligence de nos sociétés. Et puis, il faut bien réaliser aussi que ça modifie, que cette dématérialisation de l'économie et de nos existences modifie ou en tout cas fait émerger une nouvelle géographie et de là aussi une nouvelle géopolitique. Alors, de quoi je veux parler ? Eh bien, au moins de deux phénomènes. D'abord, au risque d'énoncer une évidence, la force d'Internet et des réseaux numériques, évidemment, c'est d'échapper à la contrainte géographique et de pouvoir transgresser les frontières. Et c'est d'ailleurs parce qu'ils estiment que leur souveraineté en est menacée que les Chinois, par exemple, ont mis en place cette nouvelle grande muraille, le firewall, qui interdit aux principaux acteurs du numérique, que sont Google et Facebook, d'accéder à la population chinoise. Résultat, c'est très efficace puisque les 900 millions d'utilisateurs d'Internet en Chine, soit 2 tiers de la population, eh bien aujourd'hui, ils utilisent les technologies locales et qui sont parfaitement contrôlées, qui sont WeChat, Baidu ou Alibaba. Et puis, deuxième volet de cette géographie, de cette nouvelle géographie du numérique, eh bien, c'est celle qui porte sur les centaines de milliers de kilomètres de câbles sous-marins qui transportent 99% des données numériques que nous échangeons à travers nos applications, 99% pour moins d'1% par satellite, et donc qui, pour cette raison, évidemment, constitue un enjeu stratégique de première importance aujourd'hui. Parce qu'à ce stade désormais, à ce stade de dématérialisation de l'économie mondiale, c'est évidemment tout le système monde qui repose sur ce réseau de tubes métalliques et de fibres numériques dont la longueur cumulée représente dès aujourd'hui 3 fois
la distance de la Terre à la Lune. Autrement dit, plus le monde se dématérialise, plus il devient tributaire du transport, mais aussi du stockage des données, et une double tendance qui invite donc aussi à évoquer deux enjeux déterminants de la géopolitique numérique mondiale. Le premier, c'est évidemment les risques auxquels nous sommes exposés en cas de rupture d'un câble. Surtout que dans un monde interconnecté comme le nôtre, une panne ici peut se ressentir à des milliers de kilomètres. Alors, il est difficile de chiffrer le coût économique d'une possible interruption, ça dépend où, ça dépend sur quel câble, etc. Mais on estime quand même que 10 milliards de dollars de transactions financières passent chaque jour par les réseaux sous-marins. Donc, vous imaginez un peu les conséquences économiques potentiellement catastrophiques en cas de rupture, même si c'est une rupture accidentelle, ce qui est le cas le plus souvent, par exemple avec le passage des bateaux de pêche. On se souvient par exemple, je ne sais pas, peut-être certains parmi vous se souviendront qu'en juillet 2007, la Somalie s'était retrouvée privée d'Internet pendant 3 semaines, et ce après qu'un porte-container avait coupé l'unique câble sous-marin qui relie le pays au réseau mondial. Et le gouvernement de Mogadiscio avait alors estimé que les pertes économiques subies à cause de cet incident s'élevaient à 9 millions d'euros par jour. Alors, vous pourrez penser que c'est pas énorme. En réalité, c'était quand même l'équivalent de la moitié du PIB de la Somalie chaque jour. Deuxième enjeu géopolitique lié à cette géographie des câbles, et des centres de données, c'est le redéploiement de la puissance vers les acteurs qui, évidemment, maîtrisent les réseaux, qui maîtrisent les câbles, qui maîtrisent les centres de données, et ce, aux dépens de ceux qui les utilisent pour accéder au système monde. Il faut savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, 80% du trafic généré par les internautes français converge vers les États-Unis, c'est-à-dire transite vers les États-Unis. Et c'est pas un phénomène français, c'est vrai pour la plupart des pays, évidemment, mis à part la Chine. Autrement dit, si les États-Unis ont perdu le statut de première puissance économique mondiale, et pour laisser la place à la Chine, en réalité, ils conservent bien le titre, en tout cas sur le web, et ce, de plusieurs façons. D'abord, parce qu'ils ont la main mise sur une grosse partie de ce réseau de câbles sous-marins. Il faut dire que comme l'expérience du Covid a permis de le vérifier, qui détient les câbles détient la bande passante. La bande passante dont dépendent tous les acteurs du web pour pouvoir nous offrir leurs applications et donc dépendre de notre vie distancielle, si je puis dire. Or, dès aujourd'hui, les GAFAM maîtrisent 40% du marché de la bande passante mondiale. Et d'ici à 2024, certains estiment que 95% de ce marché de la bande passante, par exemple sur l'Atlantique, sera contrôlé par les GAFAM, c'est-à-dire des sociétés américaines, au lieu de 50% aujourd'hui, ce qui vous permet de mesurer le niveau de dépendance de l'Europe à l'égard de ces sociétés américaines. Ensuite, deuxième raison pour les États-Unis de conserver cette grande puissance grâce au numérique, c'est d'abord parce que c'est là-bas que Internet a été inventé. Et donc, point de hasard, si c'est eux qui contrôlent l'essentiel de l'infrastructure numérique, et en particulier, par exemple, l'ICANN, c'est-à-dire l'organisme qui va attribuer les noms de domaine. Et puis, vous le savez aussi, c'est donc c'est aux États-Unis que se situent les principaux acteurs du web, que sont Google, Facebook, Twitter, Netflix, Uber, Airbnb, Zoom, Skype, etc. C'est vous dire toutes ces applications donc, qui nous ont été si précieuses pendant le confinement et qui donc nous ramènent, nous mettent en dépendance des États-Unis. Alors pour ce qui concerne cette fois la conservation des données, alors là c'est un petit peu différent parce qu'en réalité, contrairement au câble, les centres de stockage des données sont situés sur l'ensemble du globe et pas forcément contrôlés par les Américains. Mais depuis, grâce à Snowden, on a appris que par le système de trafic sur les réseaux, eh bien il est très facile, les États-Unis ont toute l'attitude pour faire transiter nos informations par un serveur, soit par un serveur qui est basé aux États-Unis, soit par un câble américain, ce qui a permis donc à la NSA, l'agence service secret américain, de collecter donc massivement des données à travers des programmes d'espionnage qui portaient le doux nom de Upstream et de Tempora. Donc,
Même si nous, Européens, nous nous délectons à repérer les signes du déclin de la puissance américaine, en réalité, on comprend qu'elle n'est pas si vacillante que ça. Simplement, donc, elle s'est déplacée vers de nouveaux champs stratégiques et où d'ailleurs les Américains investissent aujourd'hui massivement. Il faut savoir qu'entre 2018 et 2020, les acteurs du secteur ont investi quelques 800 millions de dollars dans les infrastructures et les câbles sous-marins. Et quand on regarde de près qui sont ces acteurs qui ont investi autant, eh bien on trouve Google en première ligne, suivi de Facebook, puis Amazon, puis Microsoft et de quelques acteurs chinois. Autre symptôme de cette nouvelle puissance américaine, c'est évidemment, je le disais, le rapport de force très défavorable dans lequel se trouve l'Europe aujourd'hui. Et d'ailleurs, il suffit de voir à quel point il est difficile aux pays du vieux continent, de faire appliquer leur fiscalité ou d'imposer leurs règles sur la propriété des données. Je vous rappelle, par exemple, que les États-Unis avaient réagi à la décision, à l'adoption plus exactement en 2019 de mettre en place une taxe sur les GAFA par des mesures de rétorsion douanière contre les exportations françaises. Et puis, vous l'avez vu cet été, il y a très peu de temps, on a vu comment la Commission européenne a dû renoncer à exiger d'Apple qu'elle rembourse, de la société d'Apple, qu'elle rembourse 13 milliards de dollars d'avantages fiscaux à l'Irlande, et ce, suite à une décision de justice européenne. Autrement dit, même si aujourd'hui l'Europe reste à l'échelle mondiale en pointe dans la lutte face aux GAFAM sur les questions comme le droit à l'oubli, sur la question de la protection des données, avec notamment la loi RGPD, eh bien, on voit bien que l'Europe peine aujourd'hui à imposer sa souveraineté sur ces nouveaux territoires que sont les mondes virtuels et distanciels, ou plutôt que l'Europe peine à la reprendre aux Américains, puisque ce sont les Américains qui ont ouvert et défriché ces espaces. Et dans cette perspective, il sera intéressant, je vous invite à suivre dans les prochaines semaines la prochaine réunion des ministres du G20 à l'automne, puisque l'OCDE voudrait en saisir l'occasion pour faire passer le principe d'une taxe sur les géants du web, donc les géants américains, pour réduire évidemment l'évasion fiscale qu'ils excellent à pratiquer. Et puis toujours dans cette partie géopolitique du bilan prospectif de la numérisation du monde, si je puis dire, eh bien il faut évidemment évoquer la stratégie chinoise la Chine qui depuis longtemps a compris que la puissance passe désormais aussi par l'indépendance, par la souveraineté numérique et par le contrôle des données, et ce à la fois pour surveiller la population, mais aussi pour dominer les marchés émergents, et notamment le marché des objets connectés, ce qui m'amène à la question de la 5G, qui bien sûr est un très gros enjeu sur lequel nous sommes amenés aujourd'hui à prendre des arbitrages qui auront un impact important dans l'avenir. Au regard de tout ce que la 5G rend possible, alors pourquoi une bataille? Parce qu'après tout, au regard de tout ce que la 5G rend possible, on pourrait se demander pourquoi les États se livrent une telle guerre, et à commencer par la Chine et les États-Unis, et pourquoi est-ce que les Européens hésitent à se lancer dans l'aventure de la 5G? Eh bien d'abord, je ne vous l'apprends pas, la 5G, ce n'est pas une mise à jour de la 4G, mais il s'agit véritablement d'un nouveau standard numérique que les Chinois tentent d'imposer aux Occidentaux, par l'entreprise de leur société Huawei en particulier. Et ce que ça veut dire pour ceux qui, comme moi, n'y connaissent strictement rien techniquement, eh bien en fait la 5G c'est le futur écosystème des objets connectés, c'est en quelque sorte l'interface des échanges non plus de machine à humain ou d'humain à la machine comme dans la 4G, mais cette fois de machine à machine avec des débits qui sont 100 fois supérieurs à ceux que permet la 4G. Et donc, si la 5G fait autant débat aujourd'hui, eh bien, c'est parce que d'abord, certains services de renseignement, en commençant par celui des Australiens, pensent que l'architecture numérique proposée par les Chinois pourrait, en cas de conflit, amener à la chute des sociétés occidentales, ou en tout cas à détruire leurs infrastructures électriques et tout ce que le numérique contrôle, jusqu'à l'alimentation en eau. Et puis, on évoque aussi des risques d'espionnage, des risques de sécurité nationale. En 2018, par exemple, les services britanniques avaient dénoncé les failles, avaient mis en évidence des failles de sécurité dans les infrastructures de Huawei. Alors, je ne vais pas développer non plus ici toute la saga lancée par Donald Trump
vis-à-vis de la société chinoise et qui vise à l'asphyxier en multipliant les interdictions, en tentant de couper l'entreprise de ses sous-traitants et de ses lignes d'approvisionnement. Mais je voulais juste remettre en perspective ce qu'il y a derrière ce choix sur la 5G, puisque d'un côté, accepter la 5G, c'est prendre probablement les risques que je viens d'évoquer, et en même temps, refuser la 5G, ça veut dire potentiellement laisser le champ libre aux Chinois pour contrôler donc le marché des objets connectés et donc accroître, ce faisant, encore un peu plus le retard des Européens. Je dis retard parce qu'aujourd'hui, ni Ericsson, ni Nokia, qui sont donc les deux grands acteurs européens dans le secteur, eh bien, aucun des deux ne maîtrise encore la technologie de la 5G. Et donc, aucun des deux ne peut proposer aujourd'hui d'alternative à la solution que propose Huawei. Alors, pour comprendre pourquoi, on peut évoquer au moins une explication. Là où Ericsson alloue 4 milliards de dollars à la recherche sur la 5G, Nokia 5 milliards, eh bien, la société chinoise, elle en investit 15 milliards. Là, je vous parle de chiffres qui datent de 2018. Et donc, évidemment, au vu de toutes ces questions-là, on comprend les hésitations de certains États européens et on comprend aussi qu'il soit difficile de trancher. Maintenant, on peut poser aussi la question d'une autre façon pour décider si oui ou non on peut laisser la 5G chinoise pénétrer dans nos territoires. Eh bien, et ça, tout simplement en changeant de point de vue et en mesurant cette fois l'impact climatique et l'impact écologique de la 5G. Et c'est donc le dernier volet du bilan que je voulais aborder aujourd'hui, même si on pourrait encore évoquer bien d'autres enjeux. Pour commencer, je voudrais revenir sur la période du confinement, qui, comme vous le savez, a généré une hausse du trafic d'Internet d'environ 50%. Et donc, ce faisant, le confinement a donc aussi modifié la composition de notre empreinte carbone, en tout cas le temps du confinement. Et donc, alors que la part des transports des biens et des personnes a temporairement chuté, celle du transport des données, elle, a considérablement augmenté. Et on voit aujourd'hui que la reprise des transports entraîne évidemment une reprise de l'empreinte carbone, enfin une nouvelle augmentation de l'empreinte carbone liée au transport des biens et des personnes. En revanche, le transport des données a beaucoup moins ralenti, en tout cas pas du tout dans les mêmes proportions. Ce qui soulève donc la question aujourd'hui de l'impact écologique de la dématérialisation de nos économies et de nos existences. J'en profite d'ailleurs pour préciser de quoi on parle quand on parle de l'empreinte numérique du carbone, je crois que c'est important. Il y a 3 catégories, si vous voulez, d'impact. La première, ça correspond à l'énergie nécessaire à la fabrication des équipements, en commençant par l'extraction des matériaux de base, jusqu'à la confection des composants électroniques et jusqu'au montage et à la fabrication des produits finaux. Eh bien, à elle seule, cette catégorie représente 40% des émissions de gaz à effet de serre du secteur numérique, auquel il faut ajouter le transport des composants et le transport des composants, le transport nécessaire aussi à la distribution des produits finaux. Deuxième catégorie, eh bien cette fois, évidemment, c'est celle auquel on pense spontanément, c'est l'énergie consommée par les appareils eux-mêmes, que ce soit nos smartphones, nos tablettes, nos écrans de toutes sortes. Et puis l'énergie aussi utilisée pour le transport et le stockage des données. Et soit dit en passant, il faut savoir que 80% des données qui sont stockées sont des données qui sont utilisées, sont captées par la vidéo. 80% des données stockées sont utilisées pour qu'on puisse regarder nos vidéos en streaming, c'est-à-dire en direct. Enfin, troisième catégorie d'émissions de gaz à effet de serre, c'est celles qui sont liées à l'énergie qui est consommée pour la fin de vie des appareils et le cas échéant, malheureusement, pas si souvent que ça, mais pour le traitement des déchets électroniques, c'est-à-dire à peu près 20% aux États-Unis et 35% en Europe. Donc, oui, il y a encore une grande marge de manœuvre, là encore aussi, pour progresser. Et donc, si on revient à cette progression de l'empreinte carbone du numérique, ce qu'on peut retenir, c'est que les chiffres qu'on peut retenir, c'est qu'avant le confinement,
donc avant que le confinement fasse exploser la consommation d'énergie liée au numérique, eh bien le secteur émettait déjà à peu près 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est-à-dire déjà plus que le transport maritime de marchandises. Lui, c'est à peu près 3%. Donc, vous voyez, c'est une part qui paraît faible, mais qui n'est pour autant pas du tout négligeable, qui est surtout en très forte croissance, beaucoup plus forte croissance que le transport maritime et que le transport tout court, et qui est voué à exploser avec, d'une part, la croissance du nombre d'usagers, puisqu'aujourd'hui, c'est même pas 2/3 de la population mondiale qui utilise Internet. On pense que ça sera 2/3 environ vers 2023. Et puis, croissance vouée à exploser aussi avec, et on y revient, le déploiement de la 5G, et donc la généralisation de l'Internet des objets. On estime qu'à minima, le déploiement de la 5G et de l'Internet des objets conduirait à doubler les émissions du secteur d'ici 5 à 10 ans. C'est assez imprécis, mais ça vous donne déjà un ordre de grandeur. Et donc, il s'agit là d'une estimation, mais et on pourrait se dire aussi, que oui, si certes c'est beaucoup, mais on pourrait espérer après tout que les centres de données, les centres de stockage des données vont être mutualisés, ce qui permettra de gagner en consommation d'énergie. On peut espérer qu'on va améliorer l'efficacité énergétique des transports de données. Et donc, on va ralentir la croissance de la demande énergétique. On peut espérer qu'on va recourir de plus en plus à des énergies de sources durables et non pas aux énergies fossiles, à des sources d'énergie fossiles. Donc, globalement, on peut espérer qu'on va maîtriser de mieux en mieux les émissions de gaz à effet de serre. En réalité, si on regarde l'histoire des technologies et puis ce qu'on appelle aussi l'effet rebond depuis une vingtaine d'années, eh bien, on pense que l'explosion du nombre d'appareils et de services numériques qui accompagnent donc cette dématérialisation de l'économie et de la vie, eh bien, cette explosion du nombre d'appareils ne permettra bientôt plus de maîtriser cette fameuse courbe des émissions de gaz à effet de serre. Déjà, si on prend le cas de la Chine, puisqu'on a déjà 100 millions d'utilisateurs de la 5G en Chine, eh bien, ça permet de constater que les stations 5G en Chine consomment 3,5 fois plus d'énergie que les stations en 4G. Et je rappelle qu'en Chine, l'énergie, elle est encore largement produite avec du charbon. Si on prend cette fois les chiffres du Shift Project, qui donc valide aussi l'évaluation de 4% des gaz à effet de serre émis aujourd'hui par le secteur numérique, eh bien, selon le Shift Project, l'ensemble des usages numériques pourrait atteindre cette fois 8%, enfin la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales pourrait atteindre 8% dès 2025 et en suivant une croissance d'à peu près 9% par an, ce qui n'est pas une évaluation. Et donc, au vu des risques évidemment auxquels les dérèglements climatiques nous exposent l'humanité, exposent nos enfants, et ce sans attendre la fin du siècle, eh bien, on peut s'interroger pour savoir à qui finalement devrait revenir la décision de passer ou pas à la 5G. Est-ce que ce sont les industriels du secteur? Est-ce que ce sont les gouvernements qui sont tenus, on le sait, par des chiffres de l'emploi et de la compétitivité à court terme? Est-ce que c'est aux citoyens usagers et en particulier aux plus jeunes, puisque ce sont aussi ceux qui seront les plus concernés par les impacts de l'arbitrage? Est-ce que c'est à un comité éthique? Est-ce que c'est à une convention citoyenne? Est-ce que c'est au Parlement européen sur avis de la Commission européenne? Alors, toutes ces hypothèses se discutent, même si en théorie c'est bien le gouvernement qui prendra la décision, mais en réalité c'est une question qu'il s'agit de poser. Et puis la question, on pourrait même l'élargir à propos de la 5G. Si on s'en tient cette fois et si on réfléchit de manière systémique, si on regarde les grands enjeux actuels qui ébranlent, qui fragilisent nos sociétés et qui donc exposent leur avenir, eh bien, on peut se poser la question de savoir si la 5G va permettre,
par exemple, de limiter la sécheresse qui frappe un grand nombre des territoires en France, si ça va permettre de ralentir l'automation qui bouleverse le secteur de l'emploi, si ça va permettre de ralentir la progression du Covid-19 ou si ça va limiter l'émergence d'un prochain virus. Est-ce que aussi la 5G nous rendra moins sédentaires et limiter, par exemple, les effets de l'isolement ou aussi les effets des pathologies de la sédentarité? Je pense évidemment à l'obésité, je pense aux maladies cardiovasculaires. Est-ce que la 5G va favoriser le développement de l'économie circulaire, dont on sait qu'elle est indispensable pour ralentir l'épuisement des ressources et les risques de pénurie et toutes les conséquences que ça peut avoir, y compris les conséquences conflictuelles? Vous voyez, il y a plein de façons de poser cette question de la 5G. Et en tout cas, il faut se souvenir que nous sommes à un moment de l'histoire où un consensus semble avoir émergé sur la nécessité d'adopter des modes de vie plus sobres et en tout cas des pratiques plus responsables, des modèles économiques plus durables. Et donc, compte tenu de ce consensus, il paraît assez essentiel que ensemble, les citoyens, les entreprises, les territoires et les législateurs s'emparent de cette question de la 5G en adoptant une approche globale, une approche systémique et une approche cohérente. Voilà, si je regarde le temps, oui, c'est ça, j'ai à peu près épuisé le temps qui m'était imparti. Alors évidemment, j'ai bien conscience que j'ai pas abordé toutes les questions qu'il aurait fallu aborder, toutes les questions que soulève le numérique pour le futur, le numérique et le Covid ensemble d'ailleurs. Je pense aux nouvelles pratiques du travail, je pense à la gestion des RH à distance, je pense à la propriété des données, bien sûr, et en particulier des données médicales, ça va de soi. Mais d'abord, je pense que ces questions ont déjà dû être abordées lors d'autres tables rondes, donc je vous invite à revoir, pour ceux qui n'y ont pas assisté, les live sessions en question. Et puis pour moi, évidemment, il s'agissait surtout, de mon point de vue de prospectiviste et géopolitologue, de me concentrer sur des thèmes qui sont peut-être un peu plus complexes parfois, un peu moins souvent abordés, mais qui pour autant, comme vous l'avez compris, engagent des décisions qui seront très impactantes, pour reprendre un néologisme, très impactantes dans les prochaines décennies. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Virginie Resson-Victor pour ces éclairages et cet exercice de prospective qui est toujours un exercice très, très stimulant pour nos cerveaux respectifs. Merci beaucoup, merci à vous. Bonne fin de journée, merci d'avoir participé, d'avoir clos donc cette deuxième et dernière journée des plateaux TV, des live sessions de Nuance Numérique. Évidemment, ça n'est pas fini, les live sessions de Nuance Numérique. À partir de demain, donc, les webinaires, 16 webinaires qui vous sont proposés par des experts de la tech et du numérique, qui vous permettront d'approfondir donc les thématiques, les 5 thématiques qu'on a développées déjà pendant ces 2 jours-là. Il y aura bien sûr aussi demain et vendredi les rendez-vous d'affaires et les job dating. Tout ça, vous le trouvez bien sûr sur le site des live sessions. Et je vous rappelle qu'à partir de lundi, l'ensemble des séquences de ces 4 jours seront disponibles et vous pourrez donc y piocher très librement. Voilà, c'est donc la fin. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous accompagner pendant ces 2 jours, ainsi que mon confrère Clément Lessort. C'est toujours le moment des remerciements dans ces cas-là. Et il faut dire que ce type d'événements, et les événements en général, ce sont de grandes aventures humaines. On est donc très nombreux ici. Clément et moi étions la face visible de ces live sessions de Nuance Numérique pendant ces 2 jours. Mais il y a beaucoup de monde en coulisses. Il y a tous les techniciens qui sont ici sur le plateau, derrière les caméras. Et je voudrais d'abord remercier ces équipes techniques pour leur professionnalisme, parce que dans des événements, en général, et en particulier dans les événements digitaux, on compte évidemment beaucoup sur leur savoir-faire et leur professionnalisme pour que tout aille pour le mieux et qu'il n'y ait pas d'incident technique, ce qui a été le cas pendant ces 2 jours. Donc vraiment, merci à eux. Je voudrais remercier aussi les 2 chevilles ouvrières des live sessions de Nuance Numérique, qui font partie de Neuraglo. Je pense à Sylvie Touzeau et Alexino. Merci à eux pour leur confiance. Remerciements et félicitations aussi à la coordinatrice en chef, Stéphanie Bréard, et les équipes de son agence événementielle. Et puis, Neuraglo voulait remercier, on le fera d'ailleurs dans quelques instants en images, tous les invités évidemment qui nous ont accompagnés pendant ces 2 jours et qui nous ont stimulés là aussi, les sponsors, les co-organisateurs et puis enfin Calixis qui nous a accueillis ici dans ses locaux à Niort pour ces plateaux. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être avec vous pendant ces 2 jours. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et la session, c'est pas fini, c'est à demain aussi. Au revoir.